Bonjour à tous, c'est Émeric de volatilitétrader.com. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel market update du 10 février 2019, le numéro 4. Pas énormément de choses à l'agenda, on va passer en revue les marchés américains actions et les marchés de volatilité, mais vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à la semaine dernière. Alors on démarre tout de suite avec les marchés actions US et toujours une attention particulière sur les fondamentaux, les bénéfices nets des entreprises au Q4 et au Q1. C'est vrai que ça fait pas mal d'années moi que je regarde les chiffres des bénéfices par action des entreprises et il y a toujours des choses qui me surprennent. Donc je sais que généralement le Q4 il arrive généralement en dessous du Q3, c'est généralement, c'est assez général, tout simplement parce que on l'avait déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais au Q4 c'est là où on a pas mal où les entreprises font passer pas mal de dépréciation et où tout ce qu'on a accumulé sous le tapis pendant l'année ressort au moment du Q4 pour les chiffres annuels. Et je sais que généralement également, le Q1, le premier trimestre de l'année suivante, arrive au-dessus du Q4, puisque au Q4 justement, donc on a toutes ces dépréciations et au Q1, on redémarre avec des perspectives extrêmement positives. Tout ça, c'est naturellement humain. On voit toujours l'upside et le côté positif, surtout dans des communications d'entreprise et pour des prévisions d'analystes qui vendent principalement des actions. Et donc, là où j'ai été assez surpris, c'est de me rendre compte qu'en fait, le Q1, il est quasiment systématiquement au-dessus du Q4. Si on regarde l'ensemble des dernières années, là, depuis 1988, on a seulement 2 années où le Q1 était en dessous du Q4. C'était 2013 et 2014. Alors, c'est vrai que le Q1 2019 qui arrive en dessous du Q4 aujourd'hui, veut simplement dire que la situation économique est pire que la normale, puisque dans la majorité des cas, dans la très large majorité des cas, on est effectivement au-dessus au Q1. Et en sachant ça, c'est vrai que ça peut paraître assez incroyable quand on voit le marché action sur le premier mois avec un S&P 500 qui a cru de 10% pour démarrer l'année 2019. Alors si on dit que effectivement la Fed est l'une des parties de la raison, l'une des raisons qui explique ce rallye haussier, on peut aussi se rappeler qu'en 2014 et 2015, on était dans des conditions financières finalement meilleures puisqu'on était en plein quantitative easing et par ailleurs on avait des taux de la Fed à zéro. Et pour 2014, on avait des multiples de profit earning qui étaient on tradait aux alentours de 15-16. Et donc là, on est bien plus élevé. Donc c'est là où je trouve que ce début d'année 2019, qui est le meilleur démarrage depuis 10 ans, est assez bizarre. Le S&P 500 cette semaine démarrera à peu près au même niveau que la semaine dernière, aux alentours de 2710. On a finalement eu pas mal de résistance à ce niveau-là, au niveau de la moyenne mobile 200 jours. Donc ça va être le niveau à observer de près la semaine prochaine. Et à mon avis, il va être compliqué à dépasser. Là, actuellement, le S&P 500 est dans une zone entre la moyenne mobile 10 jours et la moyenne mobile 100 jours. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait quand même pas mal de pression à la vente autour de cette zone de moyenne mobile 100 et 200. Ça risque d'être une résistance difficile à franchir. Et à l'inverse, si le S&P 500 passe en dessous de la barre des 2673, je m'attends à une baisse beaucoup plus rapide vers la moyenne mobile 50 jours qui se situe aux alentours de 2620. Et puis derrière, on a pour le coup, on pourrait être en chute libre jusqu'à 2420. Et donc de l'autre côté, effectivement, si le S&P 500 arrive à passer au-dessus de cette moyenne mobile de 100 jours à 2740, je pense qu'on peut aussi s'attendre à un turnaround comme on a eu au Q4 à 10 ou 20 points au-dessus de 2740. Et si en revanche il n'y a pas de turnaround qui arrive, ensuite on sera en plein rallye haussier vers les 2800, voire vers le haut de la bande de Bollinger. Faut pas oublier non plus qu'avec des bénéfices qui sont en baisse dans le futur, au plus le S&P 500 se maintient dans cette zone ou augmente, au plus cher il devient, puisque effectivement ça va augmenter le multiple de profit earning
Et voilà, pour l'instant, il n'avait pas bougé depuis février dernier, donc depuis un an. Il n'y a pas eu de contraction du multiple depuis l'année dernière. La seule différence, c'est que cette année, la seule différence de cette année par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait en perspective une croissance des bénéfices de 20% par an, là où cette année, on va plutôt avoir une baisse des bénéfices et donc une décroissance. Donc, on est toujours dans un marché qui est sous perfusion, qui attend un deal avec la Chine, et donc ça génère des rumeurs et le fait que le marché est entraîné à la hausse. En termes de volatilité, les prévisions à moyen terme restent assez mitigées entre un avant de la courbe qui lui est assez fort et puis un milieu de la courbe qui lui est plutôt flat. Donc le V-ratio et le contango roll sont plus forts que la semaine dernière, mais toujours dans des niveaux moyens et des niveaux qui ne suggèrent pas une croissance très forte du S&P 500 ou des marchés actions. Moi, je considère qu'on est un peu dans un espèce de calme avant la tempête. Le fait que justement sur le milieu de la courbe, on soit comme ça assez flat, ça ne suggère pas vraiment une poursuite du rallye haussier du S&P 500. Je pense qu'on est dans la dernière phase de correction de ce rallye haussier. Il faut également se souvenir que sur les marchés américains, on a le President Day qui arrive lundi prochain, lundi 18 février, et généralement les semaines avant des jours fériés sont plutôt assez calmes, et au contraire au retour des jours fériés, c'est là où on a pas mal d'actions sur les marchés. Donc je pense que la semaine prochaine on risque d'avoir une semaine relativement calme, de rester dans ces niveaux-là. Donc sur les indicateurs de volatilité, donc c'est ce qu'on disait, la courbe de volatilité elle est désormais elle est toujours dans une configuration de type rallye, notamment à l'avant, avec un contango à 3%, un contango roll à 8%, ce qui sont des niveaux moyens faibles. La structure moyen terme, idem. Donc c'est ce que je disais, c'est relativement flat, donc ça ne suggère pas du tout une poursuite du rallye haussier marché action. Et la structure long terme, elle est toujours en contango, donc plus bullish pour le S&P 500. Mais voilà, on l'a vu, ça reste des données relativement faussées. L'indice de la volatilité, le VVIX, il est encore très bas, à 82. Donc voilà, les investisseurs ne sont pas vraiment concernés par un risque imminent de hausse de la volatilité. Le momentum de volatilité, lui, est toujours au point mort. Donc on a eu un petit jump jeudi, c'est ce que je disais, mais qui n'a vraiment pas duré longtemps. En revanche, sur la volatilité historique, là, on est vraiment à des points faibles, puisque la volatilité historique sur 10 jours, on est à 10, sur celle sur 10 jours, on est à 11, et celle sur 20 jours, on est à 12. Alors que le VIX, lui, il trade un peu au-dessus à 15,74, mais ce qui est une configuration tout à fait normale. Donc en temps normal, on irait ici sur du short de VXX, mais étant donné que les fondamentaux se dégradent, les bénéfices sur les entreprises sont plutôt orientés à la baisse et qu'on a des gros risques d'annonce sur les marchés avec un shutdown du gouvernement américain qui pourrait refaire son apparition à partir de la mi-février, un trade deal avec les Chinois qui peut jouer dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'une fois que le deal est annoncé, on peut avoir une vente sur les marchés, puisque a priori ils sont sous perfusion dans l'attente positive de ça, que les barrières douanières, etc. vont baisser. Mais bon, moi j'y crois pas vraiment. Et puis on a le vote sur le plafond de la dette US qui doit intervenir également début mars. Avec en toile de fond sur la zone euro, sur la zone Union européenne, le Brexit fin mars. Donc tout ce panorama de risques fondamentaux font que je ne recommande pas vraiment d'être positionné sur un short du VXX, même si la courbe des futurs l'indiquerait. Et puis à la hausse sur la volatilité, donc de se positionner en longue VXX, là encore ça peut être relativement coûteux puisqu'on a quand même un roll yield qui est à 6%, ça veut dire que le VX1, donc le premier mois du VIX futur, est à 6% au-dessus du VIX, et il reste 2 jours avant l'expiration du contrat de février. Ça veut dire potentiellement qu'on peut se prendre une baisse de 6% puisque le VX1 va venir converger, toutes choses égales par ailleurs, vers le VIX. Tant que le VIX n'est pas revenu dans une zone aux alentours de 18-19, je ne recommande pas vraiment d'être positionné long VXX, puisque le roll yield va venir grappiller
nos gains sur le VXX, on va avoir un coup de slippage assez important. Donc c'est pas très opportun de se positionner à la hausse sur la volatilité. À la limite, le meilleur trade à faire, c'est de se positionner probablement sur des ETF de short S&P 500 pour jouer un retracement du rallye haussier d'au moins 30% sur les 15% pris en quelques semaines et donc une baisse de 5-6%. Mais aujourd'hui, voilà, moi je reste plutôt en dehors des ETF de volatilité. En termes d'algorithme, l'algorithme volatilité fusion, il a failli déclencher un signal mercredi, mais finalement il n'est pas sorti, heureusement, parce qu'effectivement jeudi on a eu un regain dans l'autre sens. Mais encore une fois, voilà, quand on analyse bien les choses en profondeur, on voit que actuellement c'est pas évident de se positionner sur la volatilité, donc il vaut mieux rester en dehors, attendre qu'il y ait vraiment des vraies directions qui sortent du lot. Voilà, bah écoutez, voilà pour cette analyse de cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très vite